Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Salomé Kinner est journaliste et travaille en Suisse. Grande Couronne est son premier roman. L'histoire raconte la désillusion d'une adolescente ambitieuse à la fin des années 90, prise dans un engrenage infernal. En passant du rire à l'autodérision, l'héroïne dresse le tableau d'une société de consommation où le conformisme règne en maître. Clément Ribes est l'éditeur de Salomé Kinner pour son premier roman aux éditions Bourgois. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Salomé Kinner et Clément Ribes. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite aujourd'hui autour d'une histoire d'adolescente de la fin des années 90, de la toute fin des années 90, confrontée à la question de savoir ce qu'elle serait prête à faire pour gagner de l'argent afin de s'acheter des vêtements de marque. C'est la société de consommation et la ressemblance qui sont notamment les sujets que vous avez choisi de nous raconter, Salomé Kinner. Bonjour. Bonjour. Grande Couronne, c'est le titre de votre roman, votre premier roman, paru aux éditions Christian Bourgois et dont nous parlera tout à l'heure Clément Ribes, qui en est le directeur éditorial. Vous avez donc choisi de nous raconter une adolescente qui avait à peu près votre âge, dans à peu près votre géographie, qui est la Grande Couronne, donc de la région parisienne, à la toute fin des années 90, à l'époque où le téléphone portable n'existait pas, mais il y avait déjà le beeper Tam Tam et où l'on écoutait notamment Alliance Ethnique ou les Innocents et dissertés sur des séries comme Buffy sur les vampires. Comment avez-vous justement choisi cette époque pour votre roman Grande Couronne ? C'est véritablement la boîte à souvenirs que vous avez ouverte ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui étaient contenus dans votre question. D'abord, oui, c'est l'âge que j'avais. J'avais l'âge de la narratrice à cette époque, donc 13-14 ans. Donc évidemment, c'était d'une part une période pour laquelle j'avais un certain attachement sentimental. Pour ses références culturelles aussi, pour son contexte sociologique et politique en France. L'autre chose que vous avez aussi mentionnée, c'est l'absence de télé. Enfin, c'était le début déjà des téléphones. En tout cas, Internet n'était pas encore aussi massivement présent dans les foyers. C'était des modes de consommation qui étaient beaucoup plus raisonnés. Et j'ai l'impression que c'est un peu le dernier gros changement technologique qu'on a vécu, en tout cas que moi j'ai connu. Puisque j'étais déjà assez grande pour m'en souvenir. Et je crois qu'aujourd'hui, on sépare les générations vraiment entre ceux qui ont grandi sans cette technologie et cette omniprésence de la communication et ceux qui n'ont pas connu cette époque-là. Et donc, j'avais peut-être envie d'être dans ce léger décalage, aussi parce que je crois que 20 ans, c'est une distance qui nous permet d'avoir un recul sur ce qu'on a vécu. Et voilà, j'y étais arrivée, donc c'était le bon moment de me retourner sur ma jeunesse. Avec toutes les références culturelles que j'ai citées, parce que vous citez abondamment notamment tous les chanteurs, alors les groupes, parce qu'on est encore une époque de groupe, même si il y a Manu Chao en poster, il y a d'autres chanteuses comme Axel Red, puisque la grande sœur de la narratrice est extrêmement portée vers la musique. C'était important pour vous aussi de vous souvenir, de vous immerger dans cette culture-là, qui indique justement dans quel milieu, dans quelle référence grandit votre héroïne. Alors musicalement, oui, c'était très important parce que je crois que la musique, elle occupe une place fondamentale dans les formations culturelles et dans notre passage à l'âge adulte. C'est nos premières grandes émotions, c'est la musique. Je crois plus que la littérature et plus que le cinéma, qui sont des formes de consommation culturelle qui viennent plus tard et artistiques. La musique, c'est quelque chose qu'on écoute en groupe, qui se consomme en groupe. C'est facile d'accès, c'est pas cher, ça passe à la radio. On pouvait encore avoir les CD de titres à l'époque, donc c'était vraiment un produit culturel qui était facile à adopter, à diffuser, et on s'identifiait énormément. Il y avait les groupes, mais il y avait aussi déjà les pop stars depuis très longtemps. Donc il y avait ce phénomène d'identification qui était très fort. Et ensuite, c'est vrai que je cite beaucoup de références culturelles et je cite beaucoup de marques dans le roman, mais c'était pas du placement de produits entre guillemets, c'était pas non plus un espèce de plaisir de rapport à la société de consommation comme il y a beaucoup chez Bret Easton Ellis, même si je suis une grande lectrice de Bret Easton Ellis. Je crois que c'était plus
vraiment une fidélité au paysage tel qu'on l'a connu, et l'adolescence, elle se définit, je crois, par le sentiment d'appartenance à un groupe, et ça passe par les marques. Et en fait, aujourd'hui, si je vous décris un jeune garçon, un jeune ado qui porte du Chevignon et du Crix, ou si je vous décris un jeune ado qui porte du Kappa et du Sergio Tacchini, bah, vous n'avez pas du tout la même image de la personne. Et donc ce sont des marqueurs sociaux, ce sont des marqueurs de richesse. Ça dit aussi qu'est-ce qu'on désire comme univers. Ouais, ce qu'on peut, ce à quoi on aspire. Ouais. Voilà, et d'ailleurs, quand on reprend le rap de ces années-là et qu'on regarde les photos ou les clips de rap de ces années-là, c'est vraiment le moment où La Haine, par exemple, le film La Haine, c'est vraiment le moment où la rue a commencé à s'approprier des codes bourgeois, comme Ralph Lauren, comme Lacoste, comme Eden Park, qui sont des marques qui correspondent à des loisirs extrêmement bourgeois, des loisirs qui sont inaccessibles pour ces personnes-là. Et le fait d'afficher en fait ces marques-là, c'est pour moi en puissance, ça porte toute une histoire. C'est sur quelle vie vous fantasmez, qu'est-ce que vous essayez de vous approprier. Et donc moi, quand je parle de marque, c'est plutôt voilà, pour dire les univers qu'on fantasme, auxquels on n'a pas accès pour plein de raisons, parce qu'on est adolescent, qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'est pas indépendant, qu'on gagne pas sa vie, et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour accéder à ces mondes-là. Parce que c'est effectivement le sujet de votre roman Grande Couronne, Salomé Kiner, avec votre héroïne qui vit donc dans cette époque et dans cette ville de banlieue proche de la nature, hein, puisque l'une de ses activités l'amène très souvent au bord de la nature, et elle vit dans une famille qui va connaître le divorce, un père qui va s'en aller mais qui n'était pas déjà très présent malgré ses 4 enfants, et elle rêve beaucoup, votre héroïne, elle rêve de partir, elle rêve de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les marques, en tous les cas soigner son apparence et aux yeux des autres être marquée par son apparence. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette héroïne? Qui est-elle au début de votre roman? Je crois qu'au début de mon roman, je vais faire une toute petite parenthèse, c'est que j'avais peur en fait que ce roman, quand il est sorti, soit vraiment générationnel et ne parle que aux personnes qui avaient connu cette époque, à peu près dans la même tranche d'âge. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise, agréablement surprise, ravie même, de constater qu'en fait ça parlait à énormément de gens. J'ai une vieille dame de 90 ans qui m'a dit qu'elle l'avait dévoré. Et en fait, je crois qu'on a tous en partage l'expérience de l'adolescence. Et en fait, quel que soit le milieu dont on vient et l'époque où on l'a vécu, je pense qu'on a aussi en partage ce sentiment d'être déchiré entre les valeurs que nous ont transmises nos parents et le monde qu'on est en train de découvrir et qui nous appelle irrémédiablement vers des valeurs opposées. Très souvent, c'est la crise d'adolescence, et c'est quelque chose, je crois, un déchirement qui est vraiment le passage de l'enfance à l'âge adulte et l'affirmation de soi, quelque part, et qui passe souvent par la volonté d'appartenir à des groupes. Qu'on a tous plus ou moins vécu. Et ce sentiment aussi un peu poisseux d'avoir un corps qui est assailli par des nouveaux désirs, de vivre des nouvelles expériences qu'on ne comprend pas toujours, sexuelles, professionnelles, amicales, même dans la famille, on a des nouvelles responsabilités, on se rend compte que nos parents ne sont pas infaillibles. Typiquement, là, lors du divorce, la narratrice est obligée de soutenir un peu sa mère. Sa mère qui sombre complètement dans la dépression, elle n'est pas aidée, la pauvre, parce qu'elle se retrouve avec 4 enfants, dont 2 adolescentes. Voilà, et 2 gamins qui ne sont pas faciles non plus. Non. Donc voilà, je pense qu'au début du roman, cette narratrice, elle est clairement en train de mettre un pied dans ce déchirement-là. Et quand elle est chez elle, elle aime beaucoup sa famille, ce qui nous arrive à tous. Hein, c'est-à-dire que quand on est chez soi, tout est normal, et dès qu'on sort dans la rue, on a honte d'être au bras de sa mère. Ouais. On a tous vécu ça. Et donc, voilà, on demande à ce qu'on ne conduise pas jusqu'à la porte du collège. Exactement. Exactement. Alors qu'à la maison, souvent, le connu est le normal. Donc, ça nous pose beaucoup moins soucis. Donc, je pense qu'elle est dans cette dichotomie entre extérieur, intérieur, qui se retrouve aussi avec le centre et la périphérie, le fait qu'elle habite en périphérie mais qu'elle rêve du centre, le fait que ses amis, elle a envie d'être amie avec des filles qui ne partagent pas du tout les valeurs de ses parents, elle a envie d'avoir une télévision, elle a envie de porter des baskets de marque, elle a envie d'aller à des booms,
Voilà, donc, elle a envie d'être comme les autres, parce que c'est ça aussi qui est très marquant, c'est qu'elle veut véritablement appartenir effectivement au groupe, comme vous l'avez dit, Salomé Kiner, mais aussi se donner les moyens d'y appartenir. Et quand on n'est pas aidé parce que socialement, économiquement, culturellement, on n'a pas ce qu'il faut, jusqu'où est-on prêt à aller? Et alors justement, on me dit souvent, mais en fait, elle va beaucoup trop loin, puisqu'elle va s'engager dans des activités qui sont pas recommandables. Et en fait, je crois que quand on souffre cette humiliation de la différence, le sentiment de cette humiliation, il est tellement fort que tout ce qu'on va faire en fait pour y remédier va passer au second plan, puisque c'est l'humiliation qui est la plus douloureuse. Et donc en fait, quelle que soit la gravité des faits, on peut voler, on peut faire du mal aux autres, tout ce qui va être transgressif, interdit, condamnable, va paraître secondaire par rapport à l'humiliation. Et d'ailleurs, vous regardez souvent les personnes qui sont coupables de crimes ou qui ont des comportements critiquables, souvent il y a une blessure ou un objectif qui fait passer au second plan la gravité de leurs actes. Et je crois que tout le monde ne passe pas à l'acte. Elle passe à l'acte. Elle va dans la transgression qui est assez troublante, parce que comme vous nous racontez une collégienne d'abord, c'est assez troublant ce qu'elle fait, assez perturbant pour nous. Elle passe à l'acte, tout le monde ne le fait pas. Donc elle a véritablement, elle fait passer une partie d'elle vraiment sous silence, quoi. Oui. Alors déjà, je vous remercie de ne pas révéler le cœur de l'intrigue. Merci. Non, parce que je crois que c'est important. Pour moi, c'était important que... On n'en a pas parlé non plus sur la 4e de couve du livre, parce que c'était important que le lecteur soit aussi surpris qu'elle. Parce qu'en fait, elle n'a pas prévu de faire ça. Elle se retrouve un petit peu prise dans ses filets. Et en fait, finalement, vu que ça lui permet de gagner de l'argent, elle va se laisser convaincre. Et par ailleurs, elle trouve pas que, elle ne ressent pas le trauma que peut provoquer ce genre d'activité. Et en fait, quand on est choqué, et comme vous le dites, vous témoignez de votre expérience de lecture, c'est aussi l'adulte c'est l'adulte en vous qui juge ça, peut-être le père de famille, peut-être, on se projette aussi dans quelque chose, mais quand on est adolescent, la notion du bien et du mal, elle est tellement différente, puisque on devient raisonnable avec l'âge adulte, mais je veux dire, moi, quand j'étais ado, j'avais envie d'aller en boîte, je montais avec des garçons qui n'avaient pas le permis de conduire, qui prenaient des voitures en secret à leurs parents, mais j'avais tellement envie d'aller en boîte avec eux, et je me serais sentie tellement exclue si j'étais pas passée à l'acte, dans le sens où, ah non, vous avez pas le permis, moi je vais rester chez mes parents. Dans ma tête d'ado, ça n'existait pas. Donc j'avais une ambition, un objectif immédiat qui était d'aller en discothèque avec mes amis, et pour parvenir à ça, j'étais prêt à prendre tous les risques. Aujourd'hui, je le referai jamais, puisque la raison est venue, oui. la raison est venue, donc on prend moins de risques. Donc voilà, je crois qu'on regarde ça avec des yeux d'adulte, mais que pour elle, adolescente, finalement, la satisfaction immédiate est là, la satisfaction de son besoin primaire qui est d'appartenir aux autres, et pour ça, elle est prête à se mettre en danger. Ouais. Elle ne se rend pas compte qu'elle se met en danger. Oui, alors pas complètement, parce que vous l'avez dit, c'est le roman de l'adolescence. On pourrait aussi le décrire comme le roman de la fin de l'innocence, Grande Couronne à Salomé Kiner, parce que entre le couple de ses parents qui se fracture et ce qu'elle est amenée à faire et la crudité qu'elle est amenée à rencontrer, fait que véritablement une partie de ses illusions disparaissent le temps du roman. Je crois que c'est Nicolas Mathieu qui a dit qu'un roman d'apprentissage, c'est nécessairement un roman de la désillusion. Et je crois que la désillusion est un mal nécessaire pour pouvoir ensuite construire ses propres valeurs et ses propres... Je veux dire, si on reste bercé par l'idée du prince charmant et de l'histoire d'amour parfaite, on n'accédera jamais à une histoire authentique. Il faut casser, il faut se débarrasser de ce cliché, de ce fantasme, pour ensuite pouvoir construire une relation digne d'être vécue, si je puis dire. Donc oui, je crois que l'adolescence, c'est ça, c'est sortir de l'enfance et de l'innocence de l'enfance et commencer à créer son propre système de valeurs à partir des réalités telles qu'on les perçoit. Et de manière générale... Mais alors, quelle valeur ? Parce que, pareil, sans trop rentrer, évidemment, sans trop dévoiler Salomé Kiner, ce que vous avez écrit dans Grande Couronne, la réalité qui se présente à elle, que ce soit dans ses expériences ou dans sa famille, c'est quand même une réalité qu'elle se prend en pleine figure, qui est extrêmement dure, extrêmement rude, extrêmement crue. Alors, je suis pas
100% d'accord D'accord. avec ça parce que je crois que quand on me dit oui, mais cette famille dysfonctionnelle, je crois que la définition même de la famille, c'est d'être dysfonctionnel. Je veux dire, c'est quand même un artifice social. Moi, j'ai toujours été frappée en parlant avec mes amis à quel point les histoires de famille sont compliquées, à quel point les individus ont des actes étranges, à quel point on fait du mal aux autres parfois sans pouvoir l'éviter, même si on ne sait pas profondément ce qu'on veut. Donc je crois que la vie est crue, je crois que la vie est globalement difficile, mais elle est parfois aussi très drôle, et parfois les deux en même temps. Et je veux dire, on peut avoir un fou rire lors d'un enterrement parce qu'il y a une situation extrêmement cocasse qui surgit. Et en fait, je crois que c'est ça, et c'est ça qui nous fait écrire des livres aussi. Absolument. C'est la coexistence oui. du drame et du miracle de la vie en même temps. Ouais, ce que vous mettez effectivement en scène, parce qu'il y a des situations extrêmement comiques, il y a une gouaille aussi dans la langue que vous avez utilisée, une langue qui est particulière, ça surprend aussi dès la première page, parce que c'est une langue à la fois très écrite et en même temps qui emprunte beaucoup au ton du parler, par son rythme, par le nombre de virgules qui viennent scander justement le texte. Comment vous l'avez décidé, trouvé, choisi cette langue ? Alors, je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est plus elle qui m'a trouvé que moi. Mais je crois que très vite, je me suis rendu compte que l'adolescence, c'était une expérience physique pour les raisons que j'ai dites avant. C'est-à-dire que le corps se transforme, on vit des nouvelles expériences. C'est littéralement le corps qui va à la rencontre du monde, puisqu'il se met en danger. Je veux dire, c'est souvent là qu'on fume pour la première fois, qu'on boit pour la première fois. Donc, c'est une expérience du monde qui passe par le corps, alors que je crois que dans l'enfance, elle passe encore un petit peu par d'autres choses. Et donc, quand j'ai compris que l'adolescence était avant tout définie par sa physicalité, il fallait une langue qui reproduise ça, en fait, qui fasse ressentir ça au lecteur. Et donc, très vite, la première personne s'est imposée. Il fallait qu'on soit en caméra embarquée, quoi, si je puis dire, dans la tête d'une adolescente, que ça aille vite comme dans la tête d'une adolescente, qu'il n'y ait pas de temps de pause, de jugement, d'analyse. Elle est dans l'observation tout le temps. Elle n'a pas le temps d'analyser. Elle n'a pas les outils psychologiques non plus. Donc, elle est dans l'observation. Et je voulais un peu ce que j'appelle cette sauvagerie de la pensée, sauvagerie au sens d'opposé à domestication. Et je crois qu'en fait, quand on commence à avoir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale, ça s'agit beaucoup dans notre manière de penser, mais quand on est ado, on est encore un peu en roue libre, si je puis dire. Et donc, je voulais vraiment, je voulais retrouver ça, quoi. Parce qu'en fait, je crois que aussi la littérature et la lecture, c'est pour nous l'occasion de rentrer dans la psyché de personnages. Je veux dire, c'est pas la littérature russe, c'est ça aussi, quoi. C'est de rentrer dans la psyché et de gens qui ne sont pas nous. Ouais. Et voilà, j'avais envie qu'on puisse, nous, lecteurs adultes, se replonger dans la tête d'une ado le temps d'un bouquin. Voilà, là dans la tête de l'étranger, d'un autre étranger. Donc dans ces podcasts, Salomé Kiner, nous nous intéressons à votre roman, ce qu'on vient de faire, mais aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Ici, Clément Ribes aux éditions Christian Bourgois. C'est un premier roman. Comment ce premier roman est arrivé? Comment vous l'avez poussé jusque chez lui? En fait, j'ai beaucoup de Christian Bourgois dans ma bibliothèque parce que j'ai été vraiment bercée par la littérature américaine, la Beat Generation, puis Toni Morrison évidemment, Jim Harrison. Donc j'avais beaucoup de Bourgois chez moi, mais j'y avais jamais pensé en fait pour moi quand j'avais fait ma liste d'éditeurs de rêve, parce que pour moi c'était la littérature étrangère. Ouais. Et en fait, c'est une amie traductrice, Sika Fakambi, qui m'a dit un jour, mais tu sais, il y a un nouvel éditeur chez Bourgois qui va développer le catalogue français. Et ça m'a tout de suite, je lui ai tout de suite écrit parce que je voulais, j'aimais beaucoup en fait l'idée d'appartenir à une page blanche en quelque sorte, de prendre le risque de cette nouvelle aventure et d'être dans les prémices, dans les bases d'une collection qui allait se développer. Donc j'aimais. Et puis je trouvais qu'il y avait un petit côté
outsider, comme ça, d'aller dans une maison d'aller dans une collection qui n'avait pas encore vraiment assis sa... Très en lien avec l'adolescence de votre roman. Voilà, et aussi avec le rapport du centre à la périphérie, puisqu'elle grandit en banlieue, puis qu'elle est tout le temps en train de loucher sur Paris. Moi, j'ai aussi quitté Paris pour aller habiter à l'étranger, et du coup, je me sens toujours un tout petit peu en dehors, et j'aimais bien ce côté, je trouvais qu'il y avait un petit côté qui était pas complètement dans le cénacle, et ça me plaisait. Même si après vous êtes rentré pleinement dans le cénacle puisque votre livre a le succès que l'on sait. Qu'attendiez-vous de votre éditeur une fois qu'il a accepté le texte? Quel fut votre travail en commun pour aboutir au texte final? Alors moi j'attendais qu'ils me disent que c'était une catastrophe et qu'il fallait tout reprendre et changer la deuxième partie, et qu'ils me prennent en main en fait, et qu'ils me guident, et évidemment quand c'est un premier roman on doute beaucoup de soi, moi par ailleurs je suis très exigeante et perfectionniste, donc je pensais qu'il y aurait vraiment beaucoup de travail, et c'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisqu'il m'a très vite dit que le roman était vraiment abouti, et donc on a fait de la dentelle en fait, hein. On a vraiment travaillé sur la ponctuation, sur certaines formules, on a vraiment travaillé la langue plus que la structure du livre, la structure narrative, on a beaucoup verrouillé toutes les références, vérifié qu'il n'y ait pas d'anachronisme, donc c'était parce que vous m'avez dit c'était aussi mes souvenirs, mais il y a un gros travail de reconstitution, hein. Je suis pas une. Les souvenirs sont rarement tout à fait fiables. Aussi, voilà. Donc moi c'était, et je pense que c'est ce qu'on fait quand on écrit, c'est de recréer un univers. Donc on me dit souvent mais vous avez une super bonne mémoire et ça. Non, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Par ailleurs, je suis pas du tout ces vieux adultes qui sont restés bloqués sur leur adolescence. J'écoute pas les Spice Girls quand je rentre chez moi. Donc je porte pas les marques que je portais quand j'avais 14 ans. Non, c'était vraiment une reconstitution. Mais pardon, oui, mais c'est ça. Donc à la fois sur la langue, pas sur le rythme, le détail, et puis sur les références culturelles, être sûr qu'elles soient bonnes. Voilà, mais principalement aussi vraiment la langue et le rythme. Par ailleurs, Clément Rib, c'est quelqu'un qui a une grande oreille littéraire, qui sent énormément la justesse des phrases. Donc, il y a vraiment des fois où il m'a fait il m'a dit non, là, je pense que c'est un tout petit peu trop, c'est caricatural, c'est trop démonstratif. Voilà, moi, je voulais surtout pas être dans le démonstratif. Et là, il a vraiment fait un travail à la loupe, vraiment pour arriver à la justesse de la langue, d'enlever le gras, voilà. Et d'ailleurs ces références littéraires vont vraiment de ce côté-là. Moi, c'est ce que j'aimais aussi beaucoup chez lui, quand vous avez un lecteur de Guyota qui corrige votre texte, vous êtes sûr qu'il est présent dans la langue, voilà. Ouais, parce qu'effectivement il se revendique comme un éditeur de voix, à la recherche de voix. Oui. Donc forcément c'est la langue, et c'est aussi une langue particulière que la vôtre. Oui. Affirmer une identité dans la langue. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que il a toujours refusé de faire de la littérature bien pensante, condescendante, et il y a un petit côté politiquement incorrect dans ce livre que beaucoup n'auraient peut-être pas eu l'audace de publier, et lui était très clair sur le fait qu'on ne fait pas de la littérature pour consoler, pour faire plaisir au lecteur, pour renforcer ses valeurs morales, et ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite séduit, puisque c'est ce que je pense aussi. Eh ben, on va l'entendre un instant. Clément Rib, je rappelle le titre de votre roman Grande Couronne, par aux éditions Christian Bourgois, Salomé Kiner. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, en votre compagnie. Clément Rib, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur éditorial des éditions Christian Bourgois, et donc l'éditeur du roman de Salomé Kiner, Grande Couronne, racontant la vie chaotique d'une adolescente de la fin des années 90 dans cette géographie francilienne, un roman d'initiation à l'amour pour cette narratrice qui jusqu'ici passait plutôt son temps à regarder les trains. Un premier roman pour Salomé Kiner que vous avez donc accueilli ici aux éditions Christian Bourgois, et qui a le succès que l'on sait. Alors c'est toujours amusant de savoir comment est arrivé jusque chez vous un premier livre, parce qu'évidemment les deuxième, troisième, ça a une autre histoire, mais le premier, c'est le parcours le plus classique qui soit. Là, en l'occurrence, c'était le parcours le plus classique qui soit, donc c'est pas une anecdote
autant couleur ou romanesque. J'ai juste reçu le manuscrit par la poste un jour d'une jeune femme que je ne connaissais pas, donc Salomé Kiner. Et ce que je fais dans ces cas-là, ce qui est, je pense, que font d'ailleurs beaucoup de mes confrères et consoeurs, c'est de regarder un tout petit peu le début pour voir si on lit le manuscrit tout de suite ou si on attend un petit peu, voire encore plus. Et il se trouve que c'était sur une heure de déjeuner. Je l'ai regardé rapidement et je me suis dit, je vais le ramener chez moi parce que d'emblée, il y avait une langue, un rythme, une énergie. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me dépêche parce que je pense que d'autres de mes collègues et confrères seraient intéressés à le publier. Donc c'est exactement l'histoire assez banale du manuscrit reçu par la poste. Il n'y a eu rien d'autre à raconter. Et après, j'ai appelé Salomé Kiner, mais je savais pas du tout qui c'était. Voilà, c'est la découverte absolue et l'étonnement devant une langue et un manuscrit. Voilà. Ça arrive souvent qu'il y ait un coup de cœur comme ça, ou que dans un manuscrit, vous sentiez tout de suite que ce livre-là, il est pour vous? Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est très bien. Ça veut dire que c'est bon signe. Oui. D'ailleurs, c'est un de mes critères pour savoir si c'est un livre que je dois publier, d'ailleurs que ce soit un livre français ou étranger. Je me mets vraiment dans la position du lecteur qui serait dans une librairie, le lecteur que je suis, qui ouvre un livre et qui regarde quelques pages, quelques phrases et qui se dit là j'ai envie de l'acheter ou pas. C'est pareil, est-ce que j'ai envie de le publier ou pas? Et là, en l'occurrence, c'est voilà, dans ce genre de cas de manuscrit reçu par la poste, c'est assez rare, mais c'est tout ou rien en fait. Soit on n'a pas ce sentiment et donc on sait d'emblée que c'est non, et si on a ne serait-ce qu'un début d'enthousiasme déjà sur les premières pages, c'est qu'il y a de très bonnes chances que ce soit bien jusqu'au bout et qu'on ait envie de le porter. Voilà. Il faut l'espérer, effectivement. Ça veut dire quoi, quelque chose, un texte qui vous suit tout? Vous avez parlé de la langue, du rythme, de l'énergie. Il y a cette gouaille particulière, cet humour ironique aussi singulier dans le texte de Salomé Kiner. C'est ça, notamment, en plus de l'histoire, qui tout de suite vous a emballé? Je dirais que c'est surtout moi je suis un lecteur et un éditeur qui aime beaucoup les textes qui ont des voix. Ce qui m'intéresse, c'est des auteurs qui en fait, j'utilise toujours cette image qui est quand je lis un manuscrit et que je vois qu'il y a une personne derrière les mots et que j'arrive très bien à voir quel est son esprit, quelle est sa façon d'être même, ou de deviner quelle est sa façon d'être par son texte, je sais que c'est un texte qui va me plaire. Et en l'occurrence, ce qui m'a d'abord séduit, évidemment, dans le livre de Salomé, il y a l'histoire, qui est très belle, il y a beaucoup de choses, il y a ce roman d'apprentissage amoureux, ce roman d'apprentissage sexuel, la relation que la jeune narratrice a avec sa mère, qui est très très belle, mais c'est surtout le style et le fait que voilà, il y a tout ce mélange de registres de langues qui ne vont pas ensemble, cette gouaille comme vous disiez, le côté parfois un peu vulgaire mais qui est contrebalancé par des formulations beaucoup plus littéraires. Donc tout ce jeu d'écriture et de trouvailles en fait d'écriture qui je me suis dit en tant que lecteur, j'ai envie de suivre cette narratrice dans sa vie, j'ai envie qu'elle me parle, j'ai envie qu'elle me raconte sa vie, j'ai envie de rigoler parce qu'il y a aussi beaucoup de choses assez drôles, il y a des choses plus tristes mais il y a des choses très très drôles quand même dans ce roman. Est-ce que c'était aussi pour vous, quand vous l'avez lu, le sentiment d'avoir un livre qui pouvait parler à notre époque? Parce que Grande Couronne se passe comme le titre l'indique dans la Grande Couronne parisienne, même si elle décale aussi au niveau du temps, parce qu'on n'est pas aujourd'hui, on est dans les années 90, mais on sent tout de suite, et c'est probablement un défaut, un cliché, mais quand on parle de Grande Couronne, on va parler de romans politiques, de romans social. Est-ce que tout de suite vous avez senti que dans ce roman ça dépassait cela? Oui, et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que justement, comme vous dites, on a le titre Grande Couronne, on a ce décor de la banlieue, qui n'est pas une banlieue pauvre, qui est une mi-chemin entre la banlieue pauvre et riche, c'est vraiment la classe moyenne un peu basse, mais on ne sait pas trop, vraiment pas très bien, le profil culturel des gens en l'occurrence. Et ce qui m'a plu justement, c'est que ce roman évite tous les écueils du roman à thèse, du roman politique, du roman sociologique. Il y a évidemment une description de ce décor. Il y a cette portée sociologique, mais c'est pas pour rien, sinon vous l'avez appelé Grande Couronne. Exactement. Mais disons que c'est une chose parmi d'autres dans ce roman. C'est pas pour moi, c'est pas le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est vraiment l'histoire de cette famille qui se délite et de cette narratrice qui va tout faire pour que sa famille continue d'avancer vaille que vaille. Et
donc il y a ce côté, comme vous disiez aussi, les années 90, qui moi m'intéressait parce qu'il y a quelque chose quand même aussi de générationnel dans ce livre. Alors moi je suis aussi quelqu'un qui a vécu mon adolescence dans les années 90, enfin mon tout début d'adolescence d'ailleurs. Donc forcément j'y ai retrouvé des souvenirs personnels et je pense que les gens qui sont un petit peu plus vieux ou même voire beaucoup plus vieux que moi ou que l'autrice vont quand même retrouver des choses qu'ils ont vécues à cette époque-là, que ce soit les marques, que ce soit l'ambiance culturelle, que ce soit les références cinématographiques. Il y a beaucoup ce jeu-là dans le livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup amusé aussi. Vous avez dit, Clément Ribes, au début de cet entretien autour du livre de Salomé Kiner, que vous l'avez lu pendant une pause déjeuner et que vous avez senti qu'il fallait y aller tout de suite parce qu'il y avait le risque qu'elle ne l'ait pas envoyé qu'à vous et à d'autres éditeurs. Comment est-ce que vous vivez cela? Comment est-ce que vous travaillez dans cela? C'est-à-dire qu'il faut être sûr de son coup aussi quand on décide de s'engager sur un roman. Donc un roman prend du temps, mais en même temps il y a l'urgence de tout de suite dire on signe ensemble. Disons qu'en fait, quand j'ai jamais réfléchi à cette question en réalité, c'est que quand on aime un manuscrit, on est forcément on se met nous-mêmes dans un état d'urgence où on se dit c'est le moment, c'est le livre, il faut le faire. Il y a quelque chose de l'ordre c'est pas de l'irrationnel, mais quelque chose de l'ordre de l'intensité de je veux que ce livre soit publié par moi et je veux le défendre avec mon équipe, etc., etc. Il y a quelque chose de très oui, de l'intimité très très forte comme ça. Donc j'ai jamais par exemple lu un manuscrit qui m'a plu et que je voulais publier et avoir pris du temps à contacter l'auteur, c'est tout de suite, c'est immédiat. Alors évidemment parce qu'il y a cette question de la concurrence, voilà, et qu'on sait très bien que les auteurs envoient beaucoup d'éditeurs, ce qui est tout à fait normal, et aussi parce que il y a cette espèce d'excitation très enfantine de j'ai découvert quelque chose et je veux le partager et le montrer aux autres, voilà. Et après il y a aussi parfois la certitude ou en tout cas l'idée qu'on est les meilleures personnes pour le porter aussi. Ça dépend des manuscrits, ça dépend des projets voilà, qu'ont les auteurs. Ça veut dire que pour vous, et c'est une question que je pose systématiquement dans cette partie de l'entretien des podcasts, que pour vous c'était aussi un livre, Christian Bourgois, c'est-à-dire qu'il correspondait, avait sa place dans le catalogue et dans ce que vous présentez chaque année? Je trouve qu'il avait à la fois sa place dans la nouvelle ligne éditoriale entre guillemets de la maison depuis 2 ans où on a fait beaucoup pour la littérature française et puis pour rajeunir un petit peu les voix, les rendre plus contemporaines, mais aussi dans l'héritage de la maison, qui est une maison très marquée par la littérature américaine, qui sont des références qu'a Salomé Kiner, notamment une autrice qui est publiée dans la maison qui s'appelle Tupelo Asman, qui a fait 2 livres, l'un qui s'appelle La Fille et l'autre qui s'appelle Des dieux sans majuscules, et qui est un petit peu dans la même veine, je dirais, de la description à la fois triste et drôle de situations qu'on pourrait juger sordides par moments, mais qui sont sauvées par la langue. Et donc, à ce titre, je trouve que le roman de Salomé Kiner s'intègre tout à fait dans cet héritage-là. Voilà. Vous avez dit effectivement que c'était une maison qui se réoriente, qui était très marquée littérature américaine, puis évidemment littérature anglaise, que je pense qu'un de vos gros succès est anglais, c'est Tolkien, le Seigneur des Anneaux, avec un patrimoine qui continue à vivre. Et voilà, quand un roman de Salomé Kiner ou quand les autres romans là, que vous faites paraître aux rentrées littéraires, celles-ci ou aux précédentes, sont ancrées dans la littérature française. Comment vous articulez justement ce que doit être la littérature française d'aujourd'hui avec la littérature américaine que vous choisissez d'importer en France? C'est compliqué parce qu'en fait, moi alors je sais, les éditeurs réfléchissent à cette question de manière tous différente, je pense. Disons que la question de la ligne éditoriale, pour moi, ne préexiste pas à mes choix. Je crois que c'était Paul Oczakowski-Lawrence, l'ancien éditeur de POL, qui disait qu'en fait, il n'avait jamais perçu sa propre ligne éditoriale et qu'en fait, il y avait des livres qu'il avait achetés, qu'il avait aimés, qu'il avait publiés, et que après coup, une ligne s'en dégageait, mais que lui, il était bien incapable de dire quelle était la ligne, qui était plutôt une ligne fondée sur des goûts. Donc, en réalité, je ne sais pas très bien comment s'articule la publication chez Bourgois de la littérature française par rapport à la littérature étrangère, et je ne me la théorise pas. La seule chose que je sais, c'est que, et ça me fait très plaisir, c'est quand mes auteurs se lisent entre eux et s'apprécient entre eux. Là, on se dit que une galaxie cohérente. Voilà, qu'il y a des parentés, même si elles sont pas forcément évidentes, mais de se dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui les relie et que nous on est le trait d'union justement via nos goûts, via nos références, notre culture, etc. C'est plus, disons que c'est pas théorisé, c'est plutôt le hasard qui construit une ligne après coup et a posteriori. Voilà. Pas théorisé du tout, ou est-ce que quand vous êtes
vous avez pris ce poste de directeur éditorial, Mmh. vous avez dû, on vous a fait réfléchir à cette position de qu'est-ce que vous, jeune éditeur, je peux le dire, Mmh. à l'antenne, voilà, que faites-vous finalement de cette histoire un peu plus longue que vous, qu'est cette maison édition Christian Bourgois? Je dirais pas que je l'ai théorisé ou que mais j'y réfléchis bien sûr évidemment. Il me paraissait important qu'il y ait du français, ce qui est pas du tout un domaine qui était très arpenté auparavant dans la maison, parce que d'une part ce sont mes goûts et que j'aime faire ça, et que c'est important pour une maison justement pour qu'elle reprenne sa place dans le paysage littéraire, d'être sur du français qui est une littérature qui est pas lue par les mêmes personnes que la littérature étrangère en réalité, qui est plus lue déjà. Et après ça a été plutôt une question de comment dire, de réinterprétation de l'héritage. C'est-à-dire que c'est comme quand, par exemple, un couturier arrive, un jeune couturier arrive à la tête de Dior, par exemple. Il va pas faire la même chose qu'auparavant, mais il va se dire quel est l'esprit Dior de maintenant. Et moi, j'ai essayé modestement de me poser la question, qu'est-ce que c'est l'esprit bourgois? L'esprit bourgois, c'est la liberté de forme, c'est des textes qui sont pas souvent dans des cases préexistantes, c'est des textes très littéraires qui essaie de trouver d'autres manières de raconter une histoire, et donc je l'ai réinterprété comme ça. Et c'est un petit peu, si on veut parler de lignes, en tout cas les 2-3 éléments qui me permettent de m'orienter dans les publications que je vais choisir. Voilà. Vous l'avez dit, pour vous, les textes doivent avoir une voix, c'est votre expression, et elle figure dès le site internet, donc là au moins c'est affiché. Mais ce qu'on remarque aussi dans cette rentrée littéraire, où ces mois de nouvelles parutions plus importante, plus abondante, c'est que c'est comme une littérature très féminine, que vous publiez beaucoup d'autrices. C'est un choix ou c'est le hasard, et vous n'êtes pas le seul éditeur en cette rentrée littéraire qui proposait davantage de voix féminines? Alors c'est pas du tout conscient. Je me dis pas je vais publier tel nombre de femmes. C'est qu'en fait, il y a une raison très très simple. Hein. C'est que les femmes sont meilleures en ce moment. Elles écrivent des livres qui moi en tant que lecteur m'intéressent beaucoup plus innovants. Elles ont souvent un propos du coup qui avait été, je dirais pas minoré jusqu'à présent, mais en tout cas pas forcément entendu pour certaines communautés. Je pense notamment au livre de Carmen Maria Machado qu'on a publié à la rentrée, qui est un livre sur la violence dans un couple de lesbiennes. En fait, c'est une histoire qu'on n'avait jamais racontée. Mais sinon, oui, beaucoup plus de femmes, parce que les femmes, en ce moment, produisent des textes beaucoup meilleurs, tout simplement. Voilà. Après, il y a aussi des hommes des jeunes hommes ou des plus vieux qui écrivent aussi des textes très intéressants, mais il se trouve que moi, mon goût me porte vers ces autrices-là. Peut-être de manière inconsciente, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça me paraît en ce moment être beaucoup plus vif de ce côté-là du spectre du genre. Voilà. Salomé Kiner en étant donc une illustration Tout avec Grande Couronne. Je voudrais qu'on revienne à son texte à elle et à la manière dont vous avez travaillé ensemble. Donc il y a eu cette pause déjeuner où vous avez, en lisant, vous avez senti et l'urgence et le besoin qu'elle soit publiée chez vous. Mais ensuite, il y a tout le travail pour que le livre devienne un livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Clément Ribes, comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que c'était un texte qu'il a fallu discuter, qu'il a fallu réécrire, qu'il a fallu réviser, qu'il a fallu charpenter autrement? Alors, il y a toujours, ça dépend toujours. Tous les manuscrits c'est différent. Le travail n'est jamais le même. En l'occurrence, pour le texte de Salomé Kiner, il n'y avait pas de grandes choses à changer en termes de structure. La structure, l'histoire était déjà linéaire, elle était déjà là. Ça se tenait déjà, donc il n'y avait pas besoin d'intervenir. On s'est plutôt posé des questions de est-ce qu'il ne faut pas réduire certains passages ou au contraire les agrandir, qui sont des choses qui sont assez communes et courantes pour les manuscrits. Il y a 2-3 passages qui ont été supprimés parce que ça parasitait inutilement le récit. Après, le gros du travail, je dirais, pour ce texte-là en particulier, c'était vraiment un travail de dentelle, de style. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a cette question le style est très travaillé, une oralité très particulière. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur certains argots, par exemple. Est-ce qu'en 90, 99, on utilisait ce mot-là et donc on a changé 2-3 fois parce que c'était des mots qu'on utilise plus maintenant qu'auparavant. Donc la question de l'argot, il y avait la question du rythme et notamment de la place des virgules. On a fait un très long, très long rendez-vous téléphonique de 3 heures où on a discuté de beaucoup de virgules, ce qui était ce qu'on fait assez peu souvent en fait, donc c'était assez intéressant de se poser à chaque fois la question de savoir est-ce que la virgule modifie la façon dont on entend l'oralité justement de cette jeune narratrice. Donc voilà, des détails vraiment de dentelle quoi, et aussi la question des temps verbaux, parce que
justement, c'est l'héroïne du livre a 14 ans donc comme je disais, parfois elle est un peu vulgaire et parfois elle est beaucoup plus littéraire. Notamment, elle utilise parfois des passés simples et on s'est beaucoup posé longtemps la question de savoir est-ce qu'on remplaçait certains passés simples par des passés composés pour que ce soit plus naturel, justement. Et on a pris le parti, justement, de ne pas les remplacer parce que c'est ce qui crée la dissonance, c'est ce qui crée le style et la singularité de ce style-là. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment travail de style plus que de structure. Voilà, Grande Couronne, c'est le titre du roman de Salomé Kiner que vous faites paraître donc aux éditions Christian Bourgois, dont vous êtes le directeur éditorial. Clément Ribes, merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.